vous avez Madame Pascaline qui s'occupe de l'environnement, c'est-à-dire volet environnement au niveau de la COFED, c'est-à-dire tous les financements destinés à l'environnement par l'Union européenne sont gérés à la COFED, et la personne qui s'occupe de cet aspect des choses, c'est Madame Pascaline Moula, qui est à côté du DG. Et vous avez M. Pierre Cafondo, lui c'est un technicien de terrain. Nous avons voulu qu'il soit là parce qu'il y a des informations de terrain qui sont fraîches qu'il peut partager avec nous. Voilà un peu comment je vais présenter cet panel d'experts qui est devant vous. Nous allons commencer par une présentation, sans pourtant dire qu'on va faire la ligne nationale, ce n'est pas ça. Nous allons commencer justement avec une présentation de Madame Pascaline Moula, intitulée Environnement durable. Donc, on va vous donner un peu en bref qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là. Et ensuite, nous aurons la présentation de M. Pierre Cafondo, qui va nous livrer un peu quelques activités de terrain dans le site de Saouna, que je gère au quotidien. Et enfin, nous aurons le DG de l'ICSN qui va essayer un peu de nous dire qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine, parce qu'il y a une cartographie générale des 5 aires protégées, soutenue par Madame Pascaline. Moi, c'est Madame Pascaline, comme a présenté Alfred. Je suis en charge de la thématique environnement au niveau de la COFED, qui est une cellule d'appui à l'ordonnateur national. Sur ce, avant que je puisse commencer la présentation, je me dois quand même d'expliquer un petit peu le cadre dans lequel nous évoluons, parce que le secteur environnement n'est qu'un des secteurs de concentration dans le programme éducatif national. En fait, le programme éducatif national du 11e FED, qui a été signé, avait déterminé plusieurs secteurs de concentration. Il y a eu la santé, avec 222 millions, il y a l'environnement et l'agriculture durable, 175 millions, le secteur de la réforme de la gouvernance, la réhabilitation de la route, les mesures d'appui à la société civile. Déjà, l'environnement représente 26% du programme éducatif national. Je voudrais quand même que la presse qui est là puisse comprendre que c'est dans un cadre global du programme éducatif national que la partie environnement a été financée par l'Union européenne. Alors, qui dit environnement, d'emblée, parce qu'ici on est dans le 11e FED, dans les FED précédents, on ne parlait que de l'environnement et on ne parlait pas pratiquement de l'agriculture durable. C'est ainsi que quand on a formulé pour le 11e FED, on a intégré l'aspect agriculture parce qu'en fait, on ne peut pas conserver nos richesses sans pour autant s'occuper des populations riveraines. C'est vrai, je me dis toujours on dit toujours qu'il faut conserver, il ne faut pas exercer de pression, mais si on ne donne pas de quoi la population qui d'emblée vit dans les parcs, de quoi vivre, il y aura toujours la pression. C'est pour ça qu'on a essayé de développer un volet qui s'occupe de l'agriculture pour développer des activités en périphérie des aires protégées. Alors, on peut passer maintenant à notre présentation. Environnement et agriculture durable pour la sauvegarde des sites biologiques. En fait, la convention de financement a été créée. C'était une convention initialement de 120 millions, mais au fil du temps, il y a eu des avenants qui ont amené cette convention à 175 millions, comme je venais de l'évoquer. L'objectif général, c'est contribuer à la protection et à la valorisation du capital environnement en renforçant les liens entre les résultats et l'augmentation concomitante des retombées économiques pour les populations. C'est comme je venais de le dire, on a mis vraiment un accent sur les populations riveraines qui vivent autour du parc. Alors, comme objectif spécifique, il y en a plusieurs. Il y a la partie protection et valorisation. Il y a la partie production agricole, comme je viens de le dire. Il y a aussi des aspects pour atténuer la déforestation des écosystèmes naturels. Vous le savez très bien qu'il y a des enjeux très importants sur le changement climatique. D'ailleurs, ça serait même le leitmotiv de la Commission avec le Green Deal qui est en train d'être mis en œuvre. Alors, au niveau de cette convention de financement, on a retenu plusieurs sites d'intervention. Il y en avait 5. Il y a les parcs nationaux de la Salonga, le parc national de Virunga,
la biosphère de Yangami et le complexe de Upemba et la réserve biosphère de Yangami. Au niveau du parc national de Virunga, les réalisations qu'on a, il y a les grands mammifères, comme vous le savez, il y a le tourisme qui était en hausse, c'est vrai, mais vous connaissez qu'on est vraiment buté à une insécurité au niveau de l'Est et qu'il y a un impact non moins considérable sur le tourisme. Il y a au niveau de Virunga aussi un aspect qu'on a développé pour les retombées économiques, c'est un aspect lié à l'hydroélectricité. C'est vrai qu'on parle de la production agricole, mais si on n'a pas de courant, il n'y aura pas de PME qui vont se développer. Il y a un axe très important des centrales hydroélectriques que Virunga est en train de développer. Et il y a des activités qui sont bien probantes, qu'on peut vérifier avec des impacts visibles, notamment la création de la savonnerie, les PME qui se sont développés autour du parc, et aussi un aspect important, on voudrait, avec l'avènement qu'on venait d'avoir, renforcer le système de pompage pour desservir en eau la ville de Goma et les autres centres qui en souffrent. Il y a vraiment eu un déficit et les autorités ont contacté l'Alliance Virunga pour pouvoir le faire. Alors, il y a aussi la Garamba. La Garamba a des impacts aussi très très importants sur la réduction du braconnage et le financement des petits projets d'élevage. On a développé aussi le département un département qui développe des activités agricoles, le département du développement durable qui a fait que l'augmentation des productions agricoles a atteint un niveau très élevé. Et il y a aussi un aspect de réhabilitation de routes, parce que vous savez que si les routes de dessert agricoles ne sont pas réhabilitées, même si le paysan produit, il y aura un problème d'évacuation de la production. Il y a Yangami, je venais de le dire, Yangami a un aspect aussi important lié à la recherche. Il y a des contrats signés avec l'université d'Exangaï pour les formations diplômantes. On est en train de former les cadres. C'est vrai qu'il y a aussi la construction de la tour à flux, qui est une première au niveau de l'Afrique. La tour à flux a été inaugurée dernièrement avec le chef de délégation et une équipe qui s'est rendue au niveau de Yangami. Il y a le complexe Upemba Lungu. Upemba Lungu, c'est vrai que ce parc avait bénéficié de certains financements, mais on a senti qu'avec les bruits des bottes, il y avait une certaine délocalisation des espèces et l'intervention de l'Union européenne consistera à notamment pouvoir inclure de nouvelles espèces. Aussi, il y a un aspect de renforcement des éco-gardes, des formations qu'on va organiser pour que les éco-gardes soient en mesure d'effectuer la lutte anti-braconnage. Alors, pour la mise en œuvre de toutes ces activités, on a en appui deux cellules. La cellule CATCO, qui a été mise sur pied justement quand on a financé le 11e FED, pour qu'on puisse quand même avoir des indicateurs. C'est vrai qu'on travaille depuis que les FED ont commencé. Il y a eu le PPFED jusqu'au 10e FED. On a remarqué que c'était difficile de pouvoir mesurer les indicateurs. Il nous a été difficile, même au niveau des politiques, pour pouvoir dire aux politiciens, voilà, avec l'argent qu'on a mis, voilà ce que ça a donné. Alors cette cellule a pour objectif de pouvoir nous aider à mettre en place des indicateurs de suivi pour qu'on suive à un temps X. Il y avait le braconnage qui était mesuré à tel pourcentage. Quelle est la cible que nous voulons atteindre et quel est le niveau d'exécution? Ça, c'est la cellule 4. Au niveau de l'Est aussi, il y a une cellule qu'on appelle UCPEC qui sert à coordonner toutes les activités au niveau de l'Est, parce qu'en fait,
l'Est a bénéficié de beaucoup de projets. Justement, on veut une coordination et une synergie de tout ce que l'Union européenne met pour que tous ces projets puissent travailler en collaboration. Je vous remercie. Je suis disposé à répondre à des questions si vous les avez. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à cette conférence. Moi, je suis Pierre Kafando, je suis le chef de site du Parc national de la Salonga. C'est un parc qui est co-géré par l'ICCN et WWF, le Fonds mondial pour la nature, depuis 2015. C'est vrai, après l'a dit, c'est un parc qui est très, très proche de Kinshasa, mais il est quand même à 3 heures de vol, si c'est les petits porteurs, il y a plus de 700 km de Kinshasa. Et c'est un parc qui est enclavé, parce qu'avec des difficultés d'accès, de logistique, et c'est ce qui fait qu'on ne le sent pas trop, même s'il est à côté de Kinshasa. Ce parc national de la Salonga a été créé en 1970 et couvre une superficie sur le papier de 36 000 km², ce qui fait de lui le 3e plus grand parc forestier au monde, mais c'est le plus grand parc forestier d'Afrique. Et il est à cheval entre 4 provinces, la province de la Chuapa, avec environ 56% de sa superficie, la province de Mai-Ndombe, avec environ 23%, la province du Kasaï, autour de 15%, et la province du Sankuru pour le reste. Il a été créé pour protéger les grands blocs forestiers qui sont toujours naturels, primaires, mais également pour conserver certaines espèces emblématiques comme le bonobo, le pan et l'éléphant de forêt. Et dans le cadre de la gestion ICCN-WWF, c'est suite au constat des menaces qui sévissent toujours au niveau de ce parc, notamment le braconnage pour alimenter des grands centres comme Kinshasa en viande de brousse, et également le braconnage pour le commerce de l'ivoire, qui fait que les deux structures ont convenu de travailler ensemble pour une meilleure gestion, pour également amener la gestion à des standards internationaux, mais surtout impliquer la communauté dans la gestion et faire en sorte que cette gestion puisse profiter aux communautés riveraines. Le paysage Salonga couvre une superficie d'environ 100 000 km² avec plus de 700 villages. Donc vous comprenez un peu l'ampleur du travail, les besoins qu'il y a pour ces communautés. Et dans le cadre du programme environnement et agriculture durable de l'Union européenne, WWF et ICCN ont élaboré le projet agriculture rurale et conservation du complexe de la Salonga, qui connaît la participation d'autres partenaires au niveau de l'appui au développement rural agricole, notamment Oxfam, qui intervient au niveau du sud-est du parc, et ISCO, qui intervient au niveau du nord du parc, et WWF ICCN dans le reste pour le parc, mais aussi au niveau du corridor Monkoto. Et la mise en œuvre de ce programme a permis au niveau de la conservation d'élaborer les différents outils pour la gestion du parc. En termes d'outils, il y a le plan d'aménagement, mais également d'autres stratégies, notamment pour la lutte anti-braconnage, la stratégie de conservation communautaire et d'éducation environnementale, mais également les stratégies biomonitoring et recherche. Et c'est la mise en œuvre de ces différentes stratégies qui permettent d'assurer une bonne gestion, une conservation de ces ressources. Et également, il a permis de renforcer les capacités de gestion du parc, notamment en appuyant, en équipant les écogares
et en moyen de patrouille, un équipement de patrouille, mais aussi pour les besoins du biomonitoring. Et au niveau de la direction du parc, Utiliser les micros comme ça. Non, utilisez les micros. okay. Au niveau de la direction du site, c'est le fonctionnement quotidien, mais aussi l'appui à la construction des infrastructures. Et ce projet a permis également, pour la première fois avec l'appui d'autres partenaires, de faire un inventaire sur l'ensemble du parc qui fait qu'aujourd'hui nous avons une maîtrise des informations sur la population de Bonobo qui tourne autour de 15 000 au niveau de ce parc, ce qui fait du parc le principal habitat pour cette espèce, parce qu'on a un peu plus de 60% plus de 50% de la population de Bonobo au niveau de ce complexe-là. Et au niveau des éléphants, nous avons environ 1600 individus, donc qui fait également que l'éléphant est toujours une espèce emblématique de ce parc et qui nécessite aussi un regard au niveau de l'ensemble des acteurs, notamment les communautés, pour réduire ce braconnage. Et cet inventaire a permis pour la première fois d'utiliser des techniques, une nouvelle technique qui a été expérimentée avec les caméras pièges, ce qui permet, au-delà des espèces diurnes qui sont observées par les techniques traditionnelles, de pouvoir aussi enregistrer et d'évaluer, d'estimer la population de ces espèces comme le chat doré, comme le léopard ou le pangolin au niveau de ce parc-là. Et également au niveau de la biodiversité, on a pu quand même organiser le suivi de certains bails. Les bails, ce sont si vous voulez, des clairières où on a en forêt, quand vous avez des clairières, vous avez les espèces, les éléphants et d'autres espèces comme les bongos et les buffles qui y viennent soit pour s'abreuver, mais également pour certains éléments de sels minéraux qu'on retrouve au niveau de ces espaces-là. Et donc ce parc, ce financement a permis en tout cas au niveau de la biodiversité de mettre en place ces outils, mais également d'avoir une maîtrise des populations. Et en plus, le renforcement des capacités des éco-gardes sur les droits humains, mais également en termes de conduite des patrouilles sur le terrain. Et ce programme a permis l'élaboration d'un mécanisme de gestion des plaintes que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre, mais aussi l'élaboration et la validation d'un guide de conduite qui permet aux éco-gardes de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire en fonction des textes au niveau national. Au niveau du soutien à la population locale, ce projet a permis, dans un premier temps, la structuration des communautés, un comité local de développement, qui sont des acteurs en charge du développement au niveau de leur communauté. Et à partir de ces CLD, on a pu les accompagner pour l'élaboration de plans de développement local et également un plan au niveau du territoire de Monkoto. Et ce sont ces plans-là qui guident les investissements, qui guident le développement au niveau de ces villages-là. Et au niveau agriculture, il y a eu aussi la mise en place des CARGE, des conseils agricoles ruraux de gestion, qui accompagnent les communautés dans la gestion durable de l'agriculture, mais d'une manière générale au niveau du développement des secteurs. Et il y a eu un certain nombre de réalisations. Je crois que vous allez avoir le document qui va vous être partagé, lié à la photo. Vous avez vu également la présentation de Maman Pascaline et la petite vidéo.
Et quelques réalisations, notamment le renforcement des capacités de la sensibilisation, la réalisation, la construction de greniers et d'entrepôts pour décortiquer le riz, ce qui fait que la filière riz au niveau de la zone devient importante, mais également l'installation d'un centre d'achat de café et d'accompagnement aussi de ces producteurs-là à mieux développer l'agriculture. Et l'accompagnement à la mise en place de fermes modèles, fermes pilotes, où l'idée c'est d'arriver à stabiliser l'agriculture et à améliorer les rendements. Et l'autre aspect aussi de la conservation inclusive, c'est au niveau de l'appui à la mise en place des concessions forestières de communautés locales. Et aujourd'hui, nous avons 6 communautés dans la province de Maïndombe qui ont acquis leur titre pour une superficie d'environ 200 000 hectares. Et au niveau de Monkoto, on a 3 communautés de peuples autochtones qui ont sollicité l'appui et qui aujourd'hui ont des dossiers déposés au niveau du gouvernorat de la Tchapa et qui attendent leur arrêté de reconnaissance. Donc c'est un domaine également qui à l'avenir pourra contribuer au développement des communautés, parce que la gestion, l'exploitation de ces forêts communautaires-là seront également des sources de revenus, tout en conservant aussi les ressources au niveau de leur terroir. Il y a eu le soutien aux pêcheurs, mais également l'appui à la commercialisation des produits agricoles de décaisser à Kinshasa, et à ce niveau, on a pu quand même, ça a permis de sortir environ 418 tonnes de produits agricoles qu'ils sont venus vendre à Kinshasa, mais au retour, ils ont pu acheter des besoins, donc ce dont ils ont besoin au niveau du village pour pouvoir les revendre. Et de manière globale, ce projet a permis quand même d'améliorer le bien-être des communautés. On vient de publier cette semaine notre rapport de 2e enquête sur le bien-être des communautés. Et cela montre qu'il y a quand même un progrès dû à l'intervention de ce projet-là. Et on a un site qui permet quand même de montrer aux gens ce qui se fait sur le terrain. Je crois que vous aurez les liens au niveau des documents qui va vous être distribués. Et ne manquez pas de nous approcher si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais ce que je peux dire en conclusion, c'est que ce projet permet de doter les communautés, de renforcer les capacités des communautés en termes de maîtrise de leur propre développement, mais également leur contribution à la conservation au niveau des ressources naturelles, mais également du parc. Les communautés deviennent des acteurs incontournables et s'ouvrent à la direction du parc pour participer à la conservation, parce qu'ils savent que tout ce qui se fait avec l'appui du parc, c'est parce que le parc est là qu'il y a des interventions qui se font au niveau de leur village. Donc ils ont intérêt à ce que ce parc-là soit viable pour qu'ils puissent continuer de profiter des bienfaits, mais également des retombées économiques au niveau de ce parc. Ce projet a permis également une meilleure connaissance des ressources biologiques, de la biodiversité du parc, et permet de lancer les bases pour une gestion durable du parc. Merci également à Katko. Je voudrais d'abord ici effectivement commencer par remercier et féliciter Katko parmi les deux cellules qu'on nous a citées ici. Je crois que les 2 dernières années ont été des années où nous avons
réellement senti une visibilité de l'Union européenne, quoique existant, dans la communication et dans la traduction de ces résultats. Je peux dire que Catco maintenant, avec nos amis qui le gèrent dans Alain Iouard, ont montré beaucoup plus de combativité par rapport aux équipes passées pour qu'on arrive à montrer une grande synergie, une grande contribution de notre bailleur Union européenne par rapport à d'autres bailleurs, parce qu'en tant qu'ICCN, j'ai suffisamment une série de bailleurs que nous connaissons et qui travaillent avec nous. Il n'y a pas que l'Union européenne. Mais là, nous sommes en train vraiment d'assister à quelque chose de particulier et je tiens à féliciter nos amis pour ce grand travail abattu. Et je crois qu'il continue. Nous sommes vers la fin de 11e fête, j'espère bien, même si Mme Pascaline ne l'a pas totalement dit. Mais je sais qu'il y a peut-être une deuxième fête en préparation, et deuxième fête qui va peut-être se faire non pas tout à fait comme 11e fête, mais je dirai un petit mot d'ici là. Donc je tenais d'abord à le remercier, Catco et à Iouard pour ces possibilités de communication, ces possibilités de faire voir les appuis, parce que notre grand problème est tout ce qui est reproché à l'ICCN, c'est le manque de communication, des déficits communicationnels. Lorsqu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, les gens ne sont pas souvent au courant. Je venais de voir il y a 2 jours ou 3 jours une spéculation qui se passe dans presque tous les médias. Virunga qui produit 81 millions de dollars et d'autres qui disent voilà comment l'argent se distribue entre les DG, les l'ICCN, le ministre de l'Environnement et autres. Effectivement, parce que les gens ne savent pas ce que c'est une activité économique et lorsqu'on peut donner des chiffres. Je crois que Kafando ne les a pas donnés, mais c'est important aussi qu'on les donne pour que notre presse, vous les amis de médias, vous nous aidiez à comprendre. Rien que quand vous prenez 3 centrales hydroélectriques au Burunga, vous savez ce que ça représente? C'est une seule centrale comme Mateba peut déjà être au-delà ou même presque avoisiner 40 millions de dollars. Et vous prenez 3 centrales hydroélectriques, ça vous fait combien de millions de dollars dans l'activité économique? Et quand on parle de 80 millions de dollars, les gens croient que vraiment c'est le monde parce qu'il doit y avoir une grande rétrocession envoyée au DG de l'ICCN. Non, ça c'est vraiment amuser la galerie. Une chocolaterie, ça vous fait combien de millions de dollars? Une savonnerie, l'adduction des eaux, tel qu'on vient de dire avec le dernier avenant. Mais vous pouvez même aller au-delà de 80 millions de dollars, rien qu'avec ces activités. Et qu'est-ce qui serait tiré de ces activités pour être donné au ministre de l'Environnement ou au DG de l'ICCN? Donc on va pouvoir arrêter les spéculations quand les gens ne comprennent pas les éléments qui sont donnés. Il ne s'agissait pas de l'argent frais à redistribuer, mais on a évalué l'activité économique d'un site. Parce que nous sommes passés du simple conservation classique à une conciliation de la conservation de la nature avec le développement. Si le parc peut produire le développement, on va pouvoir vous donner l'information réelle sur ce que le parc peut réellement apporter dans l'activité économique d'un pays. Deuxièmement, je voudrais remercier
mes deux amis avec qui nous sommes, j'ai compris que les deux parlent très aisément du secteur de la conservation. Je suis directeur général de l'ICCR, mais je suis très à l'aise, très content d'entendre et la cellule d'appui au coordonnateur national, donc COFED, Madame Pascaline, et le partenaire, mais notre directeur du parc de Salonga, dans la mesure où la communication devient très facile et ça vous donne un film global, une image, on peut dire une photo synthèse de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça me fait de la joie. J'aimerais demain que vous aussi, vous parliez de la conservation aussi aisément comme ça. Vous êtes l'équipe de journalistes dans le secteur de l'environnement. Et c'est bon qu'il y ait ce transfert de connaissances qui peut vous permettre de parler aussi aisément de ce secteur. Ça va aider notre population, ça va aider vos auditeurs, vos lecteurs, vos téléspectateurs aussi à pouvoir facilement assimiler. Parce que, tel qu'Alain m'a dit quand nous venions, on tient que vous soyez les interprètes de ces grandes activités qui se passent avec l'appui de l'Union européenne, à travers toute notre communauté, à travers nos responsables. Parce que le plus grand défi en RDC dans le secteur de la conservation, le secteur de l'environnement, c'est que ça commence par le degré de l'ignorance, même au niveau de nos responsables. Si vous demandez combien de premiers ministres congolais ont déjà été dans un parc, vous serez surpris d'avoir peut-être même 0 ou peut-être même un seul. Vous descendez au vice-premier ministre jusqu'au niveau du ministre, vous serez surpris de voir que ce sont nos gouvernants qui sont déjà le premier à ignorer réellement ce que c'est le secteur de l'environnement et de la conservation. Et je l'ai toujours dit, regardez les niveaux hiérarchiques dans la préséance du gouvernement. Même maintenant qu'on va nommer un nouveau gouvernement, où se retrouve le ministre de l'Environnement, même le sport, même, je ne sais pas, la jeunesse et tout, vient bien avant l'environnement. C'est pour dire que nous n'avons pas encore, au niveau de nos décideurs, réalisé l'importance ou la place qu'il doit occuper ce secteur dans la vie nationale. Dans notre pays, on n'a pas hésité de voir qu'en France, le vice-premier ministre de l'écologie était la deuxième personnalité juste après le premier ministre. C'est pour dire que le pays donne suffisamment de l'importance à ce secteur-là. Mais la RDC, deuxième grand poumon forestier du monde, méga biodiversité, n'a pas encore compris quelle doit être la place de cette grande richesse. Nous sommes les maillons le plus fort dans la lutte contre les changements climatiques au monde, dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Ce que tous qualifient aujourd'hui de l'insécurité internationale. Alors si nous sommes un des axes principaux de réponse à ces grands débats, je crois que nous-mêmes, nous devions d'abord l'intérioriser. C'est comme ça que nous avons des atouts comme les tourbières et autres, pour lesquels pratiquement ça ne reste que de 20 mots et des discours inutiles. Donc je prends tout ça pour continuer à vous montrer où est-ce que nous sommes en train d'aller. Aujourd'hui, je remercie effectivement nos partenaires et une occasion pour moi de remercier au nom de notre gouvernement congolais la contribution efficace de l'Union européenne, bien traduite non seulement dans les anciennes fêtes, ça fait plus de 30 ans que nous, dans le secteur de la conservation, nous sommes appuyés par l'Union européenne.
sous multiples formes, nous l'avons déjà dit, pour atteindre maintenant, avec 11e fête, les niveaux que nous avions tant cherché. Vous savez que depuis 1925, où nous avons le tout premier parc de Virunga, depuis 1900, donc 1900, où nous avons le jardin botanique de Kisantu et le jardin botanique de Yala. La grande problématique de la conservation a toujours été le défi que notre communauté pose au niveau de nous, le responsable de la conservation. Vous nous empêchez d'accéder à nos ressources. Vous nous empêchez de pouvoir toucher aux ressources au risque d'être qualifiés de braconniers. Mais qu'est-ce que le parc font pour nous? Voilà pendant des dizaines, de centaines d'années ce qu'a été la préoccupation. Comment nous pouvions apporter ou obtenir l'adhésion des populations riveraines, des populations locales, si au niveau de la conservation, nous n'étions qu'avec la Kalachnikov et le bâton policier pour chasser les braconniers et chasser les autres membres de communauté. Il n'y avait pas possibilité un jour de dire qu'il peut y avoir, on peut envisager l'adhésion de populations à l'action de la conservation. Et lorsqu'il y avait le montage de 11e fête, c'est là que je voudrais souligner, et je crois que si nous avions un représentant de l'Union européenne ici, Madame Pascaline pourrait bien traduire ça à sa hiérarchie et qui pourra traduire à la délégation. En fait, j'ai beaucoup aimé 11e fête parce qu'il y a eu des débats assez importants tout au début dans la conception au niveau des appuis à notre secteur et des grandes discussions. Je me rappelle avec notre ami qui peut-être sera un jour avec nous, Filippo Sarako, ou avec le vieux Pirogno qui venait de Belgique et qui disait qu'on doit essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Nous, on leur a dit que nous avons un grand défi. Le parc ne savent pas répondre à la grande préoccupation de nos communautés. Les solutions alternatives ne sont pas en train d'être trouvées. Quand nous refusons aux gens d'entrer dans le parc de Virunga, le parc de Salonga, le parc de Garamba, tout le parc, qu'est-ce que nous leur donnons au retour? Qu'est-ce que nous leur apportons? Voilà ce qui a été la plus grande problématique. Et c'est ça, lorsque j'évoque cette partie historique, qui a été à la base, dans le 11e fête, de pouvoir imaginer des activités conçues dans le plan général de fonds alloués au parc, mais dont la moitié des fonds étaient consacrés aux activités en dehors du parc. Parce qu'il fallait qu'un jour ou l'autre, le parc puisse dire maintenant que voici ce que nous apportons. Si on parle aujourd'hui de l'agriculture durable, si on peut parler aujourd'hui de réponse dans le cadre de toutes les activités qui ont été évoquées ici par mes deux prédécesseurs, c'est parce qu'il y a eu la disponibilité de ces fonds qui ne pouvaient que répondre aux activités en dehors du parc. Et cela nous a permis de mettre en place une approche tout à fait nouvelle, de pouvoir impliquer les communautés dans la gestion du parc. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'agriculture durable, la conservation communautaire ont acquis maintenant un sens réel parce qu'on soutient les communautés. On vous a montré le cacao, on a montré le palmier, on a montré les projets sur les caféiers et tous ces projets-là sont des projets d'appui. Ce sont des indicateurs bien vérifiables qui apportent réellement
un sens aux solutions alternatives. On a vu le pomme de terre, toute la production, donc toute une agriculture réelle. On a vu avec Oswald, comme il dit, ISCO et d'autres à travers toute la partie Est, produire cette fois-ci ou donner des productions qui apportent le niveau d'une réponse alimentaire à notre population. Parce qu'il fallait que le parc apporte quelque chose et que demain, on ne dise plus que le parc n'a rien apporté à nous et que le langage puisse changer avec un langage, disons, avec un discours qui montre clairement que le parc apporte des infrastructures, apporte des adductions d'eau, apporte de l'énergie du courant, apporte des champs, apporte toutes les possibilités pour contribuer au développement des populations riveraines. Et ça le mérite effectivement d'être bien consacré à l'appui de l'Union européenne. Il a été le premier bailleur qui avait entendu ce son de cloche, ce cri d'alarme de l'ICCN par rapport aux défis que nous avions avec notre population. Nous croyons qu'en faisant le montage du 12e FED, on ne manquera pas également à continuer avec ce système ou avec cette approche qui dispose de ressources au niveau de communauté afin de répondre, afin d'apporter des alternatives et consolider même, renforcer. Il y a eu la pêche dans les Katanga, il y a eu autant de choses telles que ça a été donné, c'est très important. Demain, nous voulons voir que dans le parc, nous puissions intégrer effectivement une bonne place de la population. Les Cocossi et les Coco Congo n'ont pas été des approches gratuites, ce sont des approches qui ont été mises en place pour que la communauté se retrouve dans tous les plans opérationnels, dans toute la planification des activités au niveau de nos pays. Je tenais effectivement à clarifier ces choses parce que ça couvre l'ensemble de notre politique pour qu'il n'y ait pas de la conservation pour la conservation, mais qu'il y ait de la conservation vecteur de développement. La conservation pour le développement. Que le grand parc du pays, comme les Virunga aujourd'hui, demain Garamba, Salonga, Upemba Kundelungu, et même d'autres parcs, parce que nous devons nous étendre et ne pas rester seulement dans les sites du patrimoine mondial, que le vrai parc de la RDC devienne des pôles de développement en République démocratique du Congo. Nous aurons apporté à ce niveau-là des effets qu'on pourrait bien comparer comme des effets innovants dans le cadre des politiques de développement de notre pays. Si on pouvait étendre à d'autres aires protégées. Et nous croyons qu'il n'y aura pas que l'Union européenne, que nous pouvons arriver à sensibiliser d'autres bailleurs, chacun dans la catégorie d'appui porté aux aires protégées, qu'on réserve une rubrique, une portion de ressources pour les activités au niveau de nos communautés riveraines ou au niveau de nos populations locales. Cela pourra être une contagion positive au lieu qu'on atteigne des situations qui font que le peu qu'on donne n'est consacré que celle au niveau des écogardes et autres. En plus de ça, c'est bon d'apporter une réponse à nos communautés, mais c'est également bon avec l'appui de nos bailleurs, parce que la stratégie de l'approche des gestions de partenariat public-privé que nous avons mis en place avait pour objectif améliorer les conditions de vie
de notre personnel, donc les éco-gardes, améliorer les conditions du travail également. Je peux vous dire que nous avons atteint la barre de presque 400 gardes tués dans des accrochages avec les groupes armés ou d'une manière ou d'une autre, des morts violentes. Mais qu'est-ce qui est souvent à la base de ça? Les éco-gardes vont les trouver, combattre contre les groupes, mais sans des éléments essentiels de protection. Vous n'avez pas de gilet pare-balles. Et regardez combien, si nos gardes étaient équipés avec des gilets pare-balles, peut-être que ceux qui seraient morts auraient été seulement la moitié, 200 ou peut-être moins de la moitié, s'ils avaient le minimum d'équipement de protection voulu. S'ils avaient des équipements à vision nocturne, on pouvait vite traquer les braconniers la nuit sans qu'ils voient les gardes, mais les gardes pouvaient bien le voir. Et s'ils étaient équipés suffisamment, parce que même la dotation en équipement pose problème. Nous avons encore des gardes que nous recrutons dans certains parcs. Vous avez 50 gardes et non que 10 ans. Et le reste vont avoir quoi? Des bâtons. Et pourtant, ils protègent des très grandes ressources, même si nous sommes en train d'aller au-delà, mais les ressources de la RDC, avec le niveau de trafic qu'il y a au monde aujourd'hui, font que le défi de la conservation va toujours aller croissant, grandissant par rapport à la protection de toutes ces ressources. Donc je voudrais presque terminer par là pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes très contents de pouvoir évoquer la grande contribution de notre bailleur, l'Union européenne, mais nous croyons que le type de réponse que nous avons reçu par rapport aux besoins de la communauté pourrait être étendu au niveau des autres bailleurs. Et nous pensons que la communication que vous nous soutiendrez à traduire au niveau de nos populations va montrer qu'aujourd'hui les parcs ne sont pas comme les parcs d'hier. Il n'y a pas que de parcs sous forme de zoos où il est strictement interdit, mais aujourd'hui, nos aires protégées, effectivement, ont rencontré la plus grande préoccupation d'appropriation. Notre population peut maintenant bien s'approprier ce parc, ces réserves, ces domaines de chasse comme leur patrimoine. Ce ne sommes nous que de mandataires, mais c'est le patrimoine national, c'est le patrimoine de l'État et nos bailleurs nous soutiennent pour effectivement sauver ce qui était un grand défi. Ça aussi, vous devez bien le connaître. Vous êtes en train de regarder que la loi des finances venait d'être promulguée, mais allez dedans et regardez quelle est la place réservée à la conservation de la nature et à l'environnement. Je peux vous dire que c'est presque même zéro. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de récupération parce que quels que soient les efforts d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale, à la fin de la lecture de toutes choses, le secteur de la conservation a été presque totalement oublié, ou si pas même effacé. Et ça, c'est un défi réel. Donc nous sommes tenus davantage à remercier nos bailleurs qui apportent l'appui existentiel pour sauver le secteur de l'environnement et de la conservation en République démocratique du Congo. Et c'est bon que vous le sachiez, que notre communauté le sache, que nous ne pouvons pas évoluer dans ce secteur si nous n'avons pas ces appuis. Et aujourd'hui, nous remercions l'Union européenne qui a apporté la toute première grande contribution qui a aidé à sauver ce parc. Et nous ne nous arrêterons pas à pouvoir le dire, nous l'avons dit et nous le disons encore, nous avons déjà une grande partie de nos aires protégées qui aujourd'hui peut se dire
nous avons décollé et nous sommes en train de partir. Mais nous avons au total, je peux vous le dire aujourd'hui, plus de 100 aires protégées. Et là, nous ne parlons que à peine d'une dizaine qui peuvent être le principal. Et les 90 ou les 80 ou les 70 autres, c'est important que nous y pensions et cela revient à nous, Congolais, et vous, les amis congolais, et tous les partenaires à travers le monde, parce que nous allons sauver notre humanité si nous sauvons nos aires protégées, si nous agrandissons l'extension de nos forêts protégées, nous apporterons de meilleures solutions pour sauver notre planète et sauver la vie de nous les hommes qui pouvons aussi demain disparaître si les cataclysmes se présentent. L'homme aussi peut être une espèce en voie de disparition. Je vous remercie. Madame Pascalé, vous avez présenté les réalisations de vos faits. Est-ce que vous pourriez nous dire le prévu qui n'ont pas été réalisés et la raison s'il y en a? Merci beaucoup. Je remercie M. Serge de RTEC qui a posé la question sur les réalisations de COFED ainsi que ce qui a été prévu et les non réalisés. En fait, comme je l'avais dit au début, la COFED c'est pratiquement un secrétariat technique qui aide à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne. Dans ce cadre, nous parlons de l'environnement qui nous concerne pour le moment. Alors, dire que les réalisations, c'est vrai, mais on a évoqué le fait que plusieurs faits qui ont précédé n'avaient pas un système de suivi. C'est pour ça que, au niveau de la formulation, on a essayé de mettre en place une cellule pour nous aider à mettre en place ce système de suivi et évaluation. C'est vrai que ce système a été mis bien après que les conventions de financement aient été signées, mais on n'est pas encore arrivé au bout de cette réalisation. Mais les avancées sont vraiment très importantes. Vous pouvez aller sur le site et vous allez voir comment est-ce qu'on est en train d'implémenter ce système-là. Et d'ailleurs, il y aura une passation à la fin du contrat de ce bureau au niveau de l'ICCN pour que l'ICCN puisse pouvoir continuer à utiliser ces instruments de suivi. Je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. La deuxième question, c'est au docteur Cosmo Lumula. Ici, dans la stratégie de la gestion et de la conservation communautaire, quelle est la politique ou soit quelle est la stratégie que vous êtes en train de mettre en place pour vous y prendre par rapport à la question de la population ou riveraine de parcs qui sont instrumentalisés par certaines catégories de politiciens qui sont quand même connus qu'il y a une certaine catégorie de politiciens qui instrumentalisent aussi la population riveraine pour faire jouer la stratégie que vous avez mise en place. Monsieur le DG de l'ICCN, je crois vous avoir bien suivi. Je crois avoir bien suivi votre exposé. À vous entendre parler, vous êtes en train de lancer un appel pathétique par rapport aux conditions de travail des agents de l'État qui sont affectés au niveau des aires protégées. Monsieur le directeur général, l'opinion a assisté il y a quelques jours à des morts à répétition au niveau des aires protégées. Et je profite de l'occasion pour vous présenter mes condoléances. Mais une question est en train de tarauder mon esprit, monsieur le DG. Vous avez parlé des moyens qui sont jusque-là maigres, que l'État alloue, et vous remerciez vos partenaires pour leur apport combien considérable. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant là,
à quelle hauteur peut-on chiffrer les besoins de nos aires protégées à ce jour? Et au moment où nous parlons, combien avez-vous déjà reçu de l'État par rapport à ces budgets-là, à ces besoins-là? Et quel est l'apport aujourd'hui de nos partenaires, particulièrement l'Union européenne, en termes d'argent, en termes de financement? Ma première question était essentiellement sur la sécurité du parc, mais ça a été ramassé par Iraghi. Qu'à cela ne tienne, M. Kosma, une petite question de curiosité d'abord. Vous avez plusieurs l'ICCN gère plusieurs parcs et plusieurs réserves, mais on a l'impression que les bailleurs des fonds, plusieurs bailleurs de fonds s'intéressent et mettent beaucoup de moyens dans le Virunga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet attrait pour le Virunga? C'est à cause des minerais. On sait qu'au parc, l'ICCN est dans la conservation, mais je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Plusieurs personnes racontent qu'il y a des minerais au parc et les gens viennent, tous ces groupes armés sont là à cause de ces minerais. Et on aimerait savoir ces bailleurs des fonds qui mettent les moyens plus dans le Virunga que dans les autres parcs. Pourquoi? Nous avons suivi dans votre exposé ici, vous avez parlé de plusieurs activités qui se font dans le Virunga toujours. Ma question est de savoir comment compte faire l'ICCN pour la matérialisation du plan de gestion de Virunga qui présente actuellement aujourd'hui une place plongée dans le développement au détriment de la conservation. Par rapport à la première question, toujours de la RTEC et GATA, les populations instrumentalisées par les politiciens, qu'est-ce que nous faisons dans nos stratégies? Non, c'est une réalité. Depuis que la RDC, les élections sont libérées, tout le monde peut être candidat, bien sûr, à part la réglementation de la loi. Beaucoup de défis majeurs se présentent. Quand vous regardez l'insécurité qui bat le record, effectivement, dans la partie Est, est liée à ces phénomènes. Je peux bien vous l'évoquer, vous donner juste un peu le schéma de ce qui se passe. Le terre de la province du Nord Kivu, c'est une province assez à relief, avec les eaux. Il n'y a plus de moniteurs agricoles qui encadraient les communautés avant en dehors des aires protégées. Aujourd'hui, tous qui sont comme les limons autres, donc se sont déversés dans le parc. Le parc est créé depuis 1925, vous présente sur le plan de son sol une certaine fertilité que les terres lessivées n'ont pas. Alors, les communautés du Nord Kivu savent que s'ils trouvent une petite portion de terre dans le parc et il met son agriculture, ses plantes et autres, le niveau de poussée de ces plantes est très très favorable. Donc le niveau de fertilité des sols est beaucoup plus important. Une grande couverture des sols volcaniques se retrouve aussi être dans le parc. Vous connaissez la fertilité qu'apporte le sol volcanique. Et maintenant, le défi est à ces niveaux-là. Nos amis politiciens, en quête de voix électorale, poussent les populations à aller faire des champs dans le parc. Et lorsque le champ commence dans le parc, je prends cet exemple de Virunga. Virunga, ça fait 800 000 hectares. 800 000 hectares, même si nous avons 700 gardes aujourd'hui, ces 700 gardes sont repartis dans le grand secteur. Le grand secteur, c'est pour dire le secteur touristique, a presque une centaine de gardes. Le secteur des infrastructures a au moins une 150 gardes.
et d'autres secteurs. Ce qui fait que le secteur de la conservation, on va y arriver, a un certain nombre de gardes qui ne suffisent pas pour le repartir dans tous les postes de patrouille afin d'empêcher les infiltrations dans les villages et se retrouver dans le parc. C'est au cours de patrouilles que nous réalisons qu'il y a dans tel point de champs qui ont déjà peut-être poussé. D'autres peut-être que les pommes de terre pouvaient déjà être récoltées, le maïs pouvait déjà être récolté, et nous sommes obligés, le riz, de le détruire. Et lorsque le garde se décide de détruire, le politicien et la population, il place la population comme, nous pouvons dire, pratiquement c'est comme le paravent. Ce sont des otages de ces politiciens. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pour rien qu'on a créé beaucoup de groupes Maïmaï. Ils vont prendre le groupe Maïmaï qu'ils ont créé pour venir s'infiltrer au milieu de la population, soit disant que leurs revendications sont faites par la population. Et ça, mettre l'ICCN en position de fait infractionnel. Si nous tirons sur la soi-disant population, nous allons effectivement avoir des problèmes parce que vous allez tuer femmes et enfants. Et pourtant, c'est au milieu de ces gens-là qu'ils tirent sur les gardes-parcs. Vous voyez des femmes qui paraissent, mais au milieu des femmes, ils se cachent de maïmaï. Et c'est comme ça que nous enregistrons des morts dans le parc et presque dans tous nos parcs. Et principalement dans le Nord Kivu, c'est beaucoup plus le cas. Parce que monsieur, prenons le cas d'un candidat qui veut être élu. Il va dire à cette communauté, soyez là. Moi, je ferai tout pour que la partie de terre que vous occupez avec vos champs revienne à vous. On va tout faire, on va couper le parc, tout le discours que vous entendez sont liés à ça. Mais au juste, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se réserver une couche d'électorat. Parce que ces gens-là lui deviennent redevables. Et c'est ça qui nous pose de sérieux problèmes. Quand vous voyez que nous avons cité des noms, je dénonçais plusieurs. Même en les citant des noms, on a des affrontements qu'on a pu avoir parce qu'ils utilisent ça. Aujourd'hui, je peux vous dire, nous préparons un forum national au niveau du Nord Kivu pour qu'il y ait un échange et qu'on se regarde, comme on l'a dit, les yeux dans les yeux, qu'on se dise de vérité. Parce que beaucoup de cas de mort qui sont là sont des cas occasionnés par des politiciens qui envoient les gens dans ces secteurs. Mais aussi, si je vais vous dire, on a l'obligation de sensibiliser et nous faisons beaucoup d'actions. On a dit ici, je peux mêler avec la question sur pourquoi l'intérêt beaucoup plus au niveau du parc de Virunga et les moyens qui y sont donnés. Non, c'est parce que les défis sont beaucoup plus nombreux dans ce parc-là. C'est le parc dans lequel les actions à impact visible sont les plus nombreuses. Je vous dis aujourd'hui, 3 centrales hydroélectriques déjà terminées. Cette année, la 4e a déjà commencé l'installation du site. Si on peut déjà avoir la 4e centrale qui va avoir 30 MW aussi, de Rwanguba, vous donne à tout prix un effectif grand sur le niveau d'emploi donné à la population, non pas de garde, en dehors des effectifs de garde. C'est-à-dire ça vous crée des emplois, ça vous a créé toute cette économie qui tourne autour de ces parcs. Mais cela n'est pas suffisant pour les acteurs politiques qui veulent bénéficier davantage de leur positionnement. Parce qu'en RDC, la plus grosse bêtise qui se passe, c'est de croire qu'il n'y a que la politique qui est devenue le seul métier facile à gagner et à obtenir. Et les gens oublient qu'on peut travailler dans beaucoup d'autres secteurs. Et quand on vise les actions politiques, on n'a plus le moral,
on ne veille plus à rien. Quand vous regardez la pêche qui s'est faite dans les lacs Édouard, vous avez déjà vu dans une pirogue, je donne souvent cet exemple, que nous avons vu une pirogue, vous trouvez un maï-maï là-dedans, un FDLR là-dedans, et même un FARDC là-dedans, et même un garde-parc là-dedans. Comment tous ces groupes qui sont adversaires en dehors du lac peuvent se retrouver en train de se répartir le butin de leurs dégâts? Voilà les choses qui nous posent problème. Le problème de la carbonisation, parce que nous parlons de l'insécurité. Comment vous pouvez expliquer que nous qualifions que la carbonisation est faite par les FDLR? Les FDLR ne sortent pas le sac de charbon de bois de la forêt. Qui sont ceux qui les font sortir de la forêt? Qui les amènent dans le village? Qui les amène dans le marché? Ça fait un fonds, un capital de plus de 40-50 millions de dollars. La pêche, donc toutes les activités illégales dans cette région-là arrivent à plus de 100 millions de dollars, qui dépassent tout le financement que l'ICCN a de ce partenaire annuellement. Regarde maintenant ce que ça fait. Tous les acteurs, depuis le politicien jusqu'aux militaires, aux gardes-parcs, à la population riveraine, tous ces acteurs-là se retrouvent impliqués dans le partage de ces gâteaux. Et c'est ça la cause de cette insécurité. Une mauvaise répartition, un mauvais partage, ce sont des gens qui s'entretuent. D'autres en dehors des parcs, d'autres en dehors des gares de parcs, et même ceux qui sont en train de mourir. Voilà comment le fait se passe. Si on a eu la mort de l'ambassadeur, après l'ambassadeur, on a eu la mort de l'auditeur supérieur de garnison de Rutshuru. Et toujours sur le même tronçon. Mais sur base de quoi? Toujours à la quête de recherche des ressources, de l'argent. Le kidnapping est devenu un mode de vie parce que ça rapporte de l'argent. Nous l'avons vécu et nous avons vu et nous le voyons. Donc c'est ça le vrai problème sur la sécurité. Nous essayons de dénoncer. Avec l'appui de nos partenaires, nous mettons des stratégies en place pour montrer que le parc vise effectivement quelque chose de plus important, contribuer à l'essor économique et contribuer également à l'équilibre, à la réponse sur le changement climatique. Je voudrais y ajouter même la question de Radio Okapi pour montrer que dans tout ce qui est en train de se passer au niveau du parc de Virunga, il n'y a pas que la question des minerais. Tout le parc de la RDC sont des réservoirs de minerais, des réservoirs des indices pétroliers, des réservoirs disons, pas de réservoirs, même des réservoirs bien sûr, de grande partie. Nous avons 60% de nos aires protégées qui sont des aires protégées à écosystème forestier. Donc on a des problèmes même avec les exploitants du bois, des concessions de forêt. Quand tout cela se met et que les hommes veulent de l'argent facile, ça signifie un trafic facile, ça nous pose tous ces problèmes. Un bébé gorille est à 100 000 $. Quand vous amenez dans les eaux, quand vous allez jusqu'en Asie, vous pouvez même le vendre à 200 300 000 $. Un bébé chimpanzé, la même chose. Les kilos d'ivoire, vous l'avez déjà ici même à Kinshasa, à presque 800 $ le kilo. Un kilo de rhino, de cornes de rhino, vous l'avez à plus de 250 000 $. Regarde ces ressources, regarde l'appétit que ça crée dans le monde et regarde les conditions dans lesquelles nous travaillons pour protéger ces ressources que tout le monde recherche. Le braconnage, le trafic des espèces, ça vous fait annuellement 35 milliards de $, qui circulent à travers le monde. C'est juste après la drogue. Vous réalisez effectivement le niveau du danger auquel on se soumet. Pourquoi on tue les gardes? Pourquoi on fait tout cela? Parce qu'effectivement, il faut attester comment empêcher
qu'il n'y ait pas toutes ces activités touristiques, qu'il n'y ait pas. Parce que il faut qu'on donne davantage le marketing négatif. RDC, insécurité. Ça ne va pas dans ces pays. On ne peut pas dire que ça ne va pas, qu'il y a l'insécurité, s'il n'y a pas de faits qui témoignent de l'insécurité. Donc il faut accompagner de cela le mort. Parce que le mort témoigne que réellement il y a l'insécurité. Et qui bénéficie de cette insécurité? Je vous laisse bien répondre, je ne vais pas aller dans tous les cas, mais je vous dis que c'est ça la raison. Il y a ceux qui ont leur cause à défendre, qui ont besoin qu'il y ait un ambassadeur qui est mort. Comme ça, toute l'humanité est alertée et les autres ont des mandats renforcés parce qu'ils doivent protéger. Le garde, les militaires, le base de l'armée, le base des rebelles, le base de tout cela. Qui bénéficie de ces minéraux? Il y a ceux qui en bénéficient. Donc il y a énormément de réalités qui dépassent le cadre de l'ICCN, qui dépassent les niveaux du simple conservation et qui dépassent ce que nous pouvons imaginer. Voilà en fait ce qu'il y a dans les questions. Je peux revenir à la question peut-être du potentiel. Je pense que là j'ai ramassé la question de l'impact de l'insécurité sur nos activités également dans ce que je venais de dire. Mais le potentiel a voulu bien savoir la hauteur, le besoin et les applications. J'étais en train de vous parler, regardez la hauteur sur le budget national, vous pouvez aller le voir vous-même, vous pouvez lire ce que nous avons, et je peux vous dire que c'est regrettable que le budget national n'ait pas prévu aujourd'hui qu'il y ait de moyens pour protéger. 15 ans à l'ICCN, 0 francs d'investissement pour le parc. À peine quelques francs pour le fonctionnement. Qu'est-ce qui arrive à faire? Ce qui arrive, effectivement, le solde des éco-gardes est donné. Je parle en tant que responsable congolais pour vous montrer le secteur dans lequel nous nous trouvons, qui doit être bien compris au niveau de ce qui monte le budget national et au niveau de ceux qui veulent relever. Si nous prenons le secteur de l'environnement comme un secteur prioritaire, c'est un secteur qui demande un accompagnement financier assez important. Le besoin annuel de la conservation dans notre pays se chiffre aujourd'hui à plus de 35 millions de dollars par an. Ça, c'est le coût de la conservation au niveau national. Mais sur le 35 millions de dollars annuellement, je peux vous dire que le gouvernement congolais participe avec 7,5%. Et ces 7,5% couvrent la rémunération, le solde de garde-parc et les quelques occasions rares où un petit fonds de fonctionnement peut tomber. Les petites ressources propres à l'ICCN sont aussi de presque 7,5%. Vous avez un total de 15% au niveau national. 85% viennent de la communauté internationale, des apports internationaux dans la marche et la vie de l'entreprise. Voilà en fait ce que ça donne comme ossature et de ce que nous pouvons trouver. Effectivement, dans cette ossature-là, l'Union européenne prend la première place dans la contribution que nous avons. Et vous pouvez maintenant mettre d'autres, la coopération allemande vient après, et bien sûr d'autres coopérations. Nous avons même des financements de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Mais ça fait tout le partenaire et jusqu'au niveau de l'UNESCO. Aujourd'hui, à cause de tous ces morts-là, ou de toutes ces morts, oui, nous avons une sensibilité importante au niveau international qui font qu'il y a même de petits privés qui apportent leur financement. Nous avons eu des financements de certains donateurs comme le BAFET
comme d'autres personnalités qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons dit, dans les bailleurs bien structurés, nous en avons, surtout que nous parlons aujourd'hui de l'Union européenne, vont vous dire qu'ils sont en tête. Quand vous parlez de 11e Fed, 175 millions, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et ça permet de sauver certains parcs et donner des réponses à nos populations dans certaines dispositions. Je pense avoir ramassé presque l'essentiel des questions qui nous ont été posées. Donc, les minéraux ne font pas partie des attractions de nos bailleurs parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, nous les protégeons. Mais les minéraux dans les aires protégées sont à la base de l'insécurité. Nous avons la réserve de faune à Okapi, une seule carrière de mine, par exemple Muchacha, a plus de 15 000 réserves artisanales en pleine réserve. Sur ces 15 000-là, vous avez des gens de toutes les natures, des gens qui viennent des groupes armés, le Maïmaï, les ADF, les FDLR. Et quand un seul garde essaye de passer seulement tout autour, il est directement chassé comme une souris. Ou peut-être comme quel animal, je peux vous dire, prédateur. Parce qu'on ne veut pas sentir de la présence de garde. Sur les 15 000 hommes, il y a peut-être des milliers qui sont armés. Et lorsque nous voulons les chasser, il faut qu'il y ait la mobilisation de toute l'armée ici pour essayer d'aller chasser ces gens. Il y a une exploitation étrangère qu'on ne peut pas nier. Vous trouvez des dragues de nos amis de Chine, d'autres pays, de l'Inde, et même des dragues de Congolais, de responsables congolais à tous les niveaux, jusqu'au niveau des généraux, jusqu'à donc toute l'hierarchie congolaise est aussi impliquée dans ce genre de choses. Et tout ça, vous ne pouvez pas y travailler aisément parce que tous sont même de drague, sont protégés avec des hommes en armes. Le garde-parc à la RFO, nous avons à peine 120 opérationnels. Sur les 120 opérationnels, c'est peut-être une 80aine, si pas une 60aine, la moitié, qui peuvent avoir une arme AK-47, mais de quelle année? Des années déjà antérieures. Et je veux me permettre d'envoyer les enfants d'autrui aller attaquer ces endroits-là, au risque d'en perdre énormément plus. Non, je ne fais que dénoncer. Et je l'ai dit pour que, effectivement, c'est un appel pathétique pour qu'on veille comment on va protéger ces grandes ressources s'il n'y a pas une conscience nationale qui doit aussi se concentrer sur ça. Un jour, l'Union européenne peut ne pas intervenir, les autres partenaires peuvent ne pas intervenir. La responsabilité nationale est la première et nous devons y veiller. C'est vrai, ce sont des patrimoines humanitaires. C'est comme ça que nous avons la responsabilité humanitaire. Je vous ai dit jusqu'au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on a des financements pour aider à stabiliser ces aires protégées. Mais je crois que la plus grande arme, c'est vous, les amis de la presse, sensibiliser nos populations, parce que tous ceux qui détruisent les aires protégées aujourd'hui, ce sont les enfants de la population. Tous ceux qui sont dans les maïmaï, tous ceux qui insécurisent. Nous sommes capables d'avoir un tourisme qui peut produire des milliards. Si le Kenya fait 3,5 milliards, si les autres pays, même le Rwanda voisin, fait autant de centaines de millions, nous pouvons en faire autant. La RDC, nous avons des gorilles, non seulement au Virunga, Kaouzi-Biega, Itombwe, Maïko, et vous avez jusqu'à Taïna. Combien de sites? Il n'y a aucun pays qui a autant de sites avec des gorilles, autant de montagnes que de plaines. Il a d'ici 15 000 bonobos. Pourquoi ne pas faire le marketing pour habituer les bonobos et faire le tourisme aux bonobos? Comme tout le monde court derrière le gorille, demain tout le monde va courir derrière le bonobo. Après demain, le chimpanzé. Après, ainsi de suite.
On a 3 sur les 4 grandes espèces de singes qui sont dans un seul pays. Quelle grande richesse qui peut produire des millions. On a des éléphants et des éléphants de forêt, des éléphants de savane, des éléphants mixtes et toute cette grande richesse qui peut faire qu'on aille de l'avant. Mais c'est des mots de l'insécurité, c'est vous et nous. Nous pouvons tous y mettre fin quand notre population veut. Rien ne peut arrêter une population qui veut. Et quand la population veut apporter la paix dans son pays, elle pourra le faire. Et ça sera la grande production de nos richesses. Je crois que c'est essentiel. Je vous remercie.